Bonjour à tous, je vais développer le cas rose qui présentait l'avantage de faire une synthèse sur le traitement technique des dettes et créances en monnaie étrangère. Le cas rose demandait le traitement des écritures courantes, c'est-à-dire les achats et achats en monnaie étrangère, ainsi que les ventes. Ensuite, il était demandé de faire l'analyse des opérations d'inventaire, ce qui correspond pour un BTS comptabilité gestion au processus P2 et une troisième question, aborder l'aspect fiscal. Donc ce cas est un cas de synthèse particulièrement intéressant à suivre. Donc je vais simplement reprendre l'ensemble des règles qui doivent être activées et doivent être connues des étudiants pour passer les examens, que ce soit DCG ou BTS. Le carrosse présentait des opérations avec des pays étrangers qui font appel à plusieurs connaissances, plusieurs savoirs, dans le sens où l'achat réalisé à Londres au fournisseur Bradley va rentrer dans le champ d'application de la TVA intracommunautaire. Donc même si aucune information n'est fournie, le comptablement, vous avez l'obligation de comptabiliser l'opération économique, puis une TVA déductible, une TVA collectée particulière, qui est la TVA intracommunautaire. Alors, on partait du principe, dans ce cas quand même tout de même simplifié, que les échanges de numéros intracommunautaires avaient été faits entre le fournisseur et l'acheteur. Ensuite, il y a une vente à Genève. La Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne. Nous sommes donc là dans une opération d'exportation qui se fera hors champ d'application de la TVA, donc pas de TVA pour cette opération. Les ventes, il en est de même pour les ventes à New York. Les ventes à New York se feront hors champ d'application de la TVA. Pour les achats à Montréal, il y avait une acquisition. La TVA sera une TVA sur les importations, mais on ne peut rien comptabiliser tant que on n'a pas la facture du transporteur ou une facture de TVA de la douane. Ici, seule la facture apparaissait, donc on ne pourra pas comptabiliser la TVA déductible puisqu'on ne sait pas si la facture au transporteur a été envoyée ou pas. Donc au niveau de la TVA, il ne sera rien fait pour les factures qui restent. Donc ça, c'est les opérations courantes, elles se déroulent au cours de l'année et on vous fournissait les différents cours de valeur, que ce soit pendant l'exercice comptable ou à l'inventaire. C'est pour ça qu'on a les cours des monnaies au 31/12. Donc évidemment, cette information que je vous ai donnée, pour savoir si les dettes et créances avaient fluctué au 31 décembre. Et lorsque la monnaie a fluctué, vous êtes dans l'obligation de comptabiliser des écarts de conversion qui peuvent être favorables pour l'entreprise ou négatifs. Dans les connaissances, dans les connaissances comptables, vous, parmi ces connaissances, vous aviez l'obligation de vous rappeler que lorsqu'on a une perte qui est incertaine, puisque les cours de monnaie fluctuent tout le temps, au 31 décembre, on peut avoir donc des pertes qui sont incertaines dans leur réalisation, dans leur montant, ce qui donnait l'obligation de comptabiliser des provisions pour dépréciation, provisions pour risque de change. Et vous aviez une information qui vous faisait penser à cela, parce que au 31 décembre de N-1, donc l'année dernière, au 31 décembre de l'année passée, il avait été constitué une provision pour perte de change de 1250. Donc l'objectif ici, qui était euh, pour lequel l'objectif était de vous faire ajuster cette dépréciation pour perte de change. Donc en fonction des résultats qu'on va trouver tout à l'heure, eh bien il va falloir voilà voir si on doit doter un petit peu plus cette provision ou la reprendre. Ensuite il y avait en troisième partie le traitement fiscal qui va vous permettre de revoir les règles fiscales, puisque rappelez-vous, fiscalement les écarts de conversion ne sont pas comptabilisés ni en charge ni en produit
comptablement, pardon, les écarts de conversion ne sont comptabilisés ni en charge ni en produit au 31 décembre puisqu'ils ne sont pas définitifs. Mais l'administration fiscale considère que ces charges ou ces produits, même non définitifs, sont déductibles ou imposables. C'est pour, c'est pour ça qu'on va avoir un retraitement fiscal à faire par rapport aux écarts et par rapport à la provision pour perte de change. Alors les opérations, donc si je vous montre les écritures, il n'y a pas de difficulté particulière pour la comptabilisation. Donc vous aviez un achat de marchandises au fournisseur anglais et donc on multipliait par le cours du jour 607 à 401 fournisseurs. Par contre, vous aviez l'obligation de comptabiliser une TVA sur les encaisses, une TVA sur les acquisitions intracommunautaires, donc un compte de TVA déductible et un compte de TVA collecté qui est particulier, qui est le 4452. Donc là, c'est un cadre qui est très régulier hein, dans les épreuves. Hein. C'est souvent demandé. Attention, la partie TVA constitue souvent la moitié du barème de l'écriture, donc ne pas oublier quand on a un achat européen à comptabiliser cette TVA. Bon, ensuite, pour les ventes aux clients suisses, pas de difficulté particulière, donc 411 à 507, y compris pour les ventes à Elliott clients américains. Et vous aviez un achat de Montréal, alors achat à Montréal, et qui pour lequel on n'a pas activé la TVA puisque, je l'ai dit tout à l'heure, on n'avait pas la facture de TVA, ni du transporteur, ni des douanes. Voilà, une fois qu'on avait comptabilisé ces opérations en monnaie étrangère, la valeur de l'opération économique est fixée aux différentes dates. Par exemple, ici, euh, le client COS, eh bien, on part du principe qu'il nous doit 6 664 €. En fin d'exercice comptable, on doit reprendre les valeurs des monnaies dernier jour de l'inventaire et comparer par rapport à la valeur qui a été utilisée pour comptabiliser l'opération économique en écriture courante. Donc quand on regardait les monnaies, quand on regardait les monnaies ici, la livre anglaise, eh bien on se rendait compte que le fournisseur, si on avait dû le payer au 31 décembre, eh bien on aurait dû le payer euh, plus que ce qui a été comptabilisé en écriture courante. Donc on est en présence d'un écart de conversion qui va être actif et qui correspond pour nous à une perte latente. Donc le compte fournisseur va augmenter de 274,50 € par rapport à ce qui a été enregistré. Donc ici on retrouve euh, les monnaies du 31 décembre, le cours du monnaie au 31 décembre est en écriture courante. Et on voyait que le compte fournisseur devait augmenter. Alors, pour savoir si c'est une perte latente ou un gain latent, c'est assez facile puisque si vos comptes fournisseurs augmentent, eh bien, vous êtes en présence d'une perte latente. Si c'est un compte client qui augmente, eh bien, c'est un gain latent. Euh, Si vous avez un compte fournisseur qui diminue, c'est un gain latent et inversement pour le client. Alors, quand on est dans la technique des écarts de conversion, dans le plan comptable, vous avez des informations assez précises qui vous permettent d'activer les différents de retrouver les différents cas de figure. Donc diminution des créances, augmentation des dettes, augmentation des créances, diminution des dettes. Vous avez des sous-comptes qui permettent la comptabilisation d'écriture assez facile. Voilà, donc quand on faisait les calculs, différents calculs des monnaies, on obtenait différents cas de figure, puisqu'ici, vous aviez, pour le client de Genève, une augmentation de la créance, donc nous sommes en présence d'un gain latent. Pour le client new-yorkais, une perte latente, et pour le, pour Montréal, le fournisseur québécois, vous aviez un gain latent de 39 €. Donc là, cette
ce cas présente vraiment les différents cas de figure euh, dans sa diversité. Ensuite, euh, vous deviez analyser la perte latente pour pouvoir passer une provision pour risque. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait relever les montants des pertes latentes. Donc ici, il y en avait deux. Celle activée, développée pour le client anglais et le client new-yorkais. On avait 274,50 et 178,80 € de perte latente. Donc ici, dans le libellé, il avait été noté l'information en précisant que c'était une perte. Donc quand on additionne les deux, on se rend compte qu'au 31 décembre de l'année, eh bien nous avons une perte potentielle de 453,30 € qui est uniquement potentielle, incertaine son montant et sa réalisation. Par contre, l'année passée, on l'avait précisé tout à l'heure en listant le sujet, une perte avait été constatée pour 1250. Donc il convient de l'ajuster, puisque finalement dans nos comptes, au compte de passif, nous avons une provision pour perte qui est trop importante pour cette année. Donc comme elle est trop importante, on fait la différence et on doit la diminuer. Donc le compte 1515 est un compte de passif. Pour le diminuer, on va le comptabiliser au débit par l'intermédiaire de reprise sur provision financière pour 796,70. Voilà au niveau des opérations comptables, opérations courantes et opérations d'inventaire, on a fait le tour des potentiels qui peuvent vous être demandés à l'examen. Maintenant, fiscalement, j'ai commencé à en parler tout à l'heure. On va traiter de manière extra-comptable, c'est-à-dire dans le document préparatoire à la 2058 ou même sur la 2058, on va préparer les, euh, les déductions et les réintégrations. Alors, les pertes latentes, on en avait deux, ici et ici. On constate qu'elles ne sont pas comptabilisées dans les comptes de classe 6. Or, l'administration fiscale considère que ça peut être considéré comme des charges, et inversement pour les produits. On voit que ici, nous en avons un gain latent qui n'est pas comptabilisé en compte de classe 7. Et donc, on va être obligé de rajouter ces gains latents et de déduire, d'enlever de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés. On va être obligé de rajouter ces produits latents et d'enlever ces pertes latentes. Donc, sachant que la perte n'a pas été comptabilisée, eh bien, on va déduire les pertes latentes du calcul du chiffre qui va nous servir à calculer l'impôt sur les sociétés. Donc, déduction de 453,30 et réintégration des gains latents de 66 €, c'est-à-dire 27,39 €. Au nom du principe de réciprocité, sachant l'administration fiscale a demandé la déduction des pertes latentes, celle-ci ne va pas accepter une éventuelle dotation. Alors si on avait eu une dotation pour risque et charges, eh bien on aurait été obligé de la réintégrer. Et par contre, toujours de la même manière, si les gains latents ont été imposés, hein, puisqu'on les a rajoutés dans le calcul de l'impôt, eh bien les reprises sur provision pour risque de change, eh bien ne vont pas être imposables. Donc on va déduire ce produit, puisque l'administration va considérer que le produit de base a été comptabilisé, pris en compte pour le calcul de l'impôt. Mais donc on va pas imposer deux fois des produits, donc on va déduire la reprise. Voilà, donc c'est un cas de synthèse important. Il reprend beaucoup de choses. J'espère que vous aurez pu revoir ces notions-là et puis vous allez retravailler en toute connaissance cette application.